L'automne de 1847 avait peint le manoir de Thornwood dans des teintes d'ambre et d'or, et ce soir-là, le grand domaine flamboyait de la lumière d'un millier de bougies, leurs flammes dansant contre des lustres cristallins, tandis que le fleuron de l'Angleterre se rassemblait pour le bal de charité annuel. La salle de bal vrombissait du froufrou des robes de soie et du murmure des conversations polies, ponctuées d'éclats de rire qui résonnaient contre les plafonds voûtés. Et pourtant, il restait une silhouette qui existait à la périphérie de toute cette société scintillante, ni tout à fait présente, ni entièrement absente, un spectre drapé de noir qui n'avait pas montré son visage au monde depuis 10 ans. Lady Céleste Ashford se tenait près des porte-fenêtres de la terrasse où les ombres s'accumulaient le plus profondément, sa silhouette enveloppée de vêtements de deuil qui avaient depuis longtemps cessé de pleurer quiconque, sauf elle-même, et le voile noir qui tombait du bord de son chapeau obscurcissait chaque trait à l'exception du faible contour de son menton et de la colonne pâle de sa gorge. Elle était devenue une figure habituelle de tels événements, invitée par obligation envers son nom de famille et acceptée avec la tolérance particulière que la société réservait aux excentriques qui connaissaient leur place. Et cette place était toujours ici, dans les marges, où des yeux curieux pouvaient l'observer à distance, tout en maintenant le prétexte d'un désintérêt poli. Les chuchotements la suivaient comme une seconde ombre. De douces spéculations sur les horreurs qui devaient se cacher sous cette barrière opaque de soie et de dentelle, certains suggérant une défiguration hideuse due à la maladie, d'autres murmurant un accident tragique qui lui avait volé sa beauté et ses perspectives d'un seul coup cruelles. Et bien que cette dernière version contint un fond de vérité, aucun d'entre eux ne connaissait vraiment l'étendue de ce que le feu lui avait pris au-delà de la chair et de la beauté. Céleste avait appris à se tenir avec une immobilité qui décourageait toute approche, ses mains gantées jointes devant elle, sa posture parfaite mais non engageante, et elle regardait les danseurs tournoyer dans leurs motifs élaborés, leurs visages empourprés par le vin et le plaisir, leur rire un langage qu'elle avait oublié comment parler. L'orchestre entama une valse, et la mélodie perça à travers son sang-froid soigneusement construit, la transportant malgré elle dans une autre salle de bal, une autre nuit d'automne où elle avait été jeune et entière et fiancée à un homme qui lui avait juré une dévotion éternelle, avant que l'incendie qui consuma la chambre de sa sœur ne se propageât à la sienne, avant qu'elle ne se réveillât dans l'agonie pour trouver la moitié de son visage ravagé et l'amour de son fiancé transformé en pitié horrifiée puis en un vide absolu lorsqu'il rompit leurs fiançailles par lettres, trop lâche pour affronter ce qu'elle était devenue. Elle ferma les yeux derrière le voile, respirant lentement à travers l'oppression dans sa poitrine, se rappelant que cette demi-vie était encore une vie, qu'exister dans l'ombre était préférable à l'alternative du retrait complet. Bien que certains soirs, elle ne fût pas entièrement certaine que ce fût vrai, et ce soir-là, la solitude pesait sur ses côtes comme un poids physique, l'isolement qu'elle avait choisi ressemblant moins à une protection qu'à une prison de sa propre construction. Et elle se demanda, non pour la première fois, si elle passerait le reste de ses jours ainsi, un fantôme parmi les vivants, vu mais jamais vraiment connu, présente mais perpétuellement seule. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Le murmure des conversations changea comme un soudain coup de vent lorsque les portes de la salle de bal s'ouvrirent vers 9h30, et tous les yeux se tournèrent vers le nouvel arrivant qui se tenait encadré dans l'embrasure de la porte, avec l'air d'un homme qui avait appris à endurer l'examen minutieux avec une précision militaire. Le duc Sebastian Blackwood avait une silhouette imposante dans ses habits de soirée. Ses larges épaules témoignaient d'une force acquise par la guerre, plutôt que par les loisirs.
ses cheveux sombres touchés d'un argent prématuré aux tempes, et son visage aurait été beau à tous égards, n'eût été la cicatrice déchiquetée qui courait de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire, une crête pâle de tissu qui tirait légèrement sur le coin de sa bouche et racontait l'histoire d'un sabre de cavalerie qui avait failli lui coûter la vie à Waterloo. Les invités assemblés offrirent des hochements de tête respectueux et des salutations murmurées, les hommes s'avançant pour lui serrer la main en guise de bienvenue, tandis que les femmes faisaient la révérence les yeux baissés. Et pourtant, il restait cette aversion révélatrice, cette hésitation d'une fraction de seconde avant de croiser son regard, cette lueur de pitié qui traversait même les visages les plus soigneusement composés. Et Sébastien avait depuis longtemps appris à reconnaître ces réactions avec l'amère clarté de celui qui avait perdu ses illusions sur la nature humaine sur des champs de bataille ensanglantés. Il avait été un héros autrefois, célébré pour sa vaillance et pleuré lorsque la guerre prit fin et qu'il se retira dans ses domaines, mais l'héroïsme perdait de son éclat lorsque le héros revenait marqué par la violence. Et l'adulation de la société s'était progressivement transformée en ce mélange inconfortable de respect et de soulagement lorsqu'il restait à l'écart, gérant ses considérables possessions avec une froide efficacité et n'apparaissant aux fonctions sociales que lorsque l'obligation l'exigeait. Sébastien se déplaça à travers la foule avec une aisance pratiquée, échangeant des amabilités qui ne signifiaient rien et acceptant les condoléances pour son célibat prolongé avec un sourire sardonique qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, et il se préparait à présenter ses excuses et à partir lorsque son regard balaya la salle de bal et se posa sur la silhouette en noir qui se tenait près des porte-fenêtres de la terrasse, solitaire et immobile comme un monument au deuil. Il avait entendu parler de Lady Céleste Ashford, bien sûr. La veuve voilée qui n'était pas vraiment une veuve du tout, mais quelque chose que la société n'avait pas les mots adéquats pour décrire. Et à cet instant où leurs regards se croisèrent par-delà la mer de danseurs, de commères et de superficialités dorées, Sébastien sentit une reconnaissance qui le frappa avec la force d'un coup physique. Car voici quelqu'un qui comprenait ce que signifiait être vu tout en restant invisible, exister dans le monde tout en étant fondamentalement séparé, porter des blessures que la société jugeait trop inconfortables pour les reconnaître. Elle ne détourna pas le regard comme les autres le faisaient, et bien qu'il ne pût voir son expression sous le voile, il sentit dans son immobilité une affinité qui éveilla quelque chose de longtemps endormi dans sa poitrine. Et avant que la pensée consciente ne pût intervenir, avant que la prudence ne pût lui conseiller de maintenir sa distance soigneusement gardée, Sébastien se retrouva à traverser la salle de bal vers elle avec la même détermination décisive qui l'avait autrefois mené au combat. Et il ne s'arrêta que lorsqu'il se tint devant elle, assez près pour voir la façon dont ses mains gantées se serraient l'une contre l'autre, assez près pour entendre le léger hoquet de sa respiration, et il s'inclina avec une formalité qui, d'une manière ou d'une autre, semblait être le début de quelque chose d'inévitable. « Lady Ashford, » dit Sébastien, sa voix portant la rudesse d'un homme peu habitué aux subtilités sociales, « me feriez-vous l'honneur de cette danse ?» La demande tomba sur la salle de bal comme une pierre jetée dans une eau calme, envoyant des ondes de choc à travers les invités assemblés qui avaient interrompu leur propre conversation pour assister à cette approche sans précédent, car le duc Balafré ne dansait jamais, et la dame voilée n'acceptait jamais, et pourtant ils se tenaient là tous les deux, défiant leurs habitudes établies, et Céleste sentit son souffle se couper dans sa gorge, alors qu'elle levait les yeux vers sa main tendue, gantée et ferme, et d'une certaine manière moins terrifiante que toute autre main qui lui avait été offerte en une décennie. Elle plaça ses doigts tremblants dans sa paume et le laissa la conduire sur la piste, parfaitement consciente de tous les yeux braqués sur eux, de chaque spéculation chuchotée sur ce que cet étrange couple pouvait signifier. Et lorsque le bras de Sébastien se referma sur sa taille et qu'ils commencèrent à se mouvoir au rythme de la musique,
Céleste pensa qu'elle pourrait se briser sous le simple fait écrasant du contact humain, d'être tenue par une autre personne après tant d'années d'isolement prudent. Ils se déplacèrent en silence au début, tous deux trop conscients de leur public et de leur propre maladresse, mais ensuite Sébastien parla à voix basse, ces mots destinés uniquement à elle. « Je me trouve las de leur pitié, dit-il, et il y avait une amertume dans son ton qu'elle reconnut intimement. Las d'être traité comme un objet de tragédie plutôt qu'un homme, las des yeux soigneusement détournés et de la supposition que je dois souffrir sans fin de cette marque sur mon visage. » Céleste ne dit rien, mais sa main se resserra légèrement sur son épaule en signe de compréhension, et il continua avec une franchise qui aurait pu la choquer si elle n'avait pas été si affamée d'honnêteté. « Je propose un mariage de convenance, Lady Ashford, une union entre deux âmes que la société a jugée endommagée et donc incomplète, un partenariat qui nous fournirait à tous deux une protection contre leur pitié et leurs spéculations sans fin. » L'audace de la proposition, la pure présomption, aurait dû l'offenser, et pourtant Céleste se retrouva à considérer ces paroles avec une clarté qui la surprit, car ne venait-elle pas de penser que sa demi-vie dans l'ombre devenait insupportable? Ne s'était-elle pas demandé s'il pouvait y avoir une alternative à cette solitude perpétuelle? « Vous ne savez rien de moi, » chuchota-t-elle. Sa voix rauque par manque d'usage dans les contextes sociaux, rien de ce qui se trouve sous ce voile, ni pourquoi je choisis de le porter. La bouche balafrée de Sébastien se courba en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « J'en sais assez, » répondit-il. « Je sais que vous comprenez ce que signifie être marqué par le destin, porter la preuve visible de la souffrance, exister dans un monde qui prétend vous accepter sans jamais vraiment croiser votre regard. Et je sais que je préférerais partager mon isolement avec quelqu'un qui le comprend plutôt que de continuer seul dans ma forteresse de pierre et de silence. » Ils firent un autre tour de piste, et Céleste sentit l'agitation dangereuse de quelque chose qu'elle avait cru mort depuis longtemps, un murmure de possibilités, un fragment d'espoir que peut-être la compagnie pourrait être trouvée même dans les ruines de leur tragédie séparée. « Je garderai mon voile, » dit-elle enfin, testant les termes, ayant besoin de savoir s'il reculerait devant cette condition. « J'exigerai des appartements séparés, des vies séparées sous le même toit, une protection sans intimité, un arrangement de convenance mutuelle et rien de plus. » Sébastien hocha la tête, son expression illisible, à l'exception d'une lueur dans ses yeux sombres qui aurait pu être du soulagement ou de la résignation, ou peut-être les deux. « Ces termes sont acceptables, » dit-il, et alors que la musique touchait à sa fin, alors qu'ils se tenaient ensemble au centre de la salle de bal, sous le regard de toute la société, il porta sa main gantée à ses lèvres dans un geste qui scella leur étrange marché, et lorsque le bal se termina 1 heure plus tard, ils partirent dans des voitures séparées, se demandant tous deux quelle sorte de prison ou de sanctuaire ils venaient de consentir à construire ensemble. Le mariage eut lieu par un matin gris de novembre dans la chapelle privée de la résidence londonienne de Sébastien, une petite structure gothique de pierre et de vitraux où la lumière filtrait à travers des carreaux colorés pour jeter des ombres chatoyantes sur le sol froid. Et il n'y avait pas d'invités à l'exception du prêtre et de 2 serviteurs appelés pour servir de témoins, pas de musique, sauf le murmure du vent contre les fenêtres anciennes. Pas de célébration d'union, mais plutôt un contrat solennel, signé en silence et scellé par des mots prononcés d'une voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Céleste se tenait devant l'autel dans une robe de soie gris anthracite qui semblait plus adaptée au deuil qu'au mariage, son voile noir fermement en place, ses mains tremblant si violemment dans ses gants qu'elle dut les joindre pour maintenir son sang-froid, et elle se demanda, avec un battement de panique nauséeux, quelle folie l'avait possédée pour accepter cet arrangement,
pour se lier légalement à un homme qu'elle connaissait à peine, pour échanger une prison d'isolement contre une autre dont les dimensions restaient inconnues et potentiellement plus confinantes. Sébastien se tenait à ses côtés dans sa tenue de cérémonie, son expression taillée dans le granit, son visage balafré ne révélant rien des pensées qui pouvaient se mouvoir derrière ses yeux sombres, et lorsque le moment vint de soulever son voile pour le baiser cérémoniel, il se contenta de relever le tissu juste assez pour presser brièvement ses lèvres sur la dentelle noire elle-même, un geste qui sembla d'une certaine manière plus intime que tout contact de chair à chair. Puis la brève cérémonie se conclut, et ils furent déclarés mari et femme, liés par la loi, la convenance et une compréhension partagée de ce que signifiait être marqué par le destin comme inapte au bonheur ordinaire. Le voyage jusqu'à Blackwood Hall prit la meilleure partie de la journée. Leurs voitures séparées voyageant en tandem le long de routes qui devenaient progressivement plus étroites et plus reculées à mesure qu'ils laissaient derrière eux l'étalement de Londres et entraient dans les landes sauvages du Yorkshire, et lorsqu'enfin le domaine apparut à l'approche du soir, Céleste sentit son souffle se couper à sa vue, car Blackwood Hall s'élevait du paysage comme quelque chose évoqué d'un roman gothique, tout en pierre sombre, tours imposantes et fenêtres étroites qui reflétaient la lumière mourante comme des yeux vigilants, entourés de chênes anciens dont les branches nues griffaient un ciel lourd de la promesse de tempêtes hivernales. La gouvernante, une femme au visage sévère nommée Madame d'Aventry, qui semblait avoir été taillée dans la même pierre inflexible que la maison elle-même, conduisit Céleste à travers des couloirs qui semblaient s'étirer sans fin, passant devant des portraits d'ancêtres au visage sévère et des armures qui se tenaient comme des sentinelles silencieuses, jusqu'à ce qu'elles atteignent les appartements de la duchesse dans l'aile est, une suite de pièces décorées dans des tons de crème et d'or qui auraient pu être belles si elles n'avaient pas semblé si complètement froides et impersonnelles, intactes de chaleur humaine depuis ce qui devait être des décennies. Sébastien mena une visite formelle des lieux alors que la dernière lumière s'estompait, désignant les jardins, les écuries et les diverses dépendances avec l'efficacité détachée d'un agent immobilier, montrant une propriété à un acheteur potentiel, maintenant une distance physique prudente, d'au moins 1 mètre entre eux à tout moment, et lorsqu'il la raccompagna à ses appartements et lui expliqua que ses propres chambres se trouvaient dans l'aile ouest, qu'ils prendraient leur repas séparément, à moins qu'elle n'exprimât une préférence contraire, qu'elle était libre d'explorer la maison et les terres à sa guise, Céleste comprit avec une clarté cristalline qu'elle avait en effet échangé une forme de solitude contre une autre, troquant l'isolement familier de sa vie antérieure contre ce vaste vide de pierre et de silence. Sa première nuit dans la maison inconnue se passa dans une agitation sans sommeil, chaque craquement et chaque bruit d'établissement semblant magnifié dans l'obscurité, et une fois, vers minuit, elle entendit des pas s'arrêter devant sa porte, et y rester un long moment pendant qu'elle retenait son souffle et attendait. Mais ensuite, ils continuèrent leur chemin sans que jamais le coup ne vînt, et elle resta éveillée, se demandant si Sébastien, lui aussi, trouvait leur arrangement plus difficile que prévu, ou si elle était la seule à découvrir que la convenance offrait un bien maigre réconfort quand on est seul dans le noir, avec pour seule compagnie le regret et l'incertitude. Les semaines passèrent dans un silence prudent, une chorégraphie d'évitement exécutée quotidiennement dans les vastes couloirs de Blackwood Hall, où Céleste et Sébastien se déplaçaient comme des fantômes, habitant le même espace hanté sans jamais vraiment l'occuper ensemble. Leur rencontre se limitant à des hochements de tête polis lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs ou à de rares salutations murmurées lorsqu'ils se trouvaient par hasard dans la salle du petit-déjeuner avant que l'un ou l'autre ne s'excuse rapidement et ne se retire dans la sécurité de la séparation. Céleste se sentit attirée par la bibliothèque,
cette magnifique pièce aux étagères, allant du sol au plafond, remplie de volumes reliés en cuir, dont l'odeur de moisi parlait de siècles de connaissances accumulées, et elle y passait des heures dans un fauteuil à oreilles près des fenêtres de l'Est, se perdant dans les romans, la poésie et la philosophie, cherchant dans le mot écrit la compagnie qu'elle ne pouvait trouver en chair et en os. Et c'est au cours de ces après-midi solitaires qu'elle commença à sentir les premiers frémissements de quelque chose qui n'était pas tout à fait le contentement, mais peut-être son lointain cousin, le sentiment qu'elle pourrait se tailler ici une existence parmi les livres et les ombres, qui serait supportable sinon épanouissante. Ce que Céleste ne savait pas, c'est que Sébastien l'observait souvent depuis le jardin en contrebas, debout parmi les rosiers nus, regardant sa silhouette encadrée dans la fenêtre de la bibliothèque, une figure sombre penchée sur des pages, et il se demandait dans quel monde elle voyageait par ses lectures, quelle pensée se mouvait derrière ce voile perpétuel, quelle voix elle pourrait posséder si jamais elle se sentait assez en sécurité pour parler librement en sa présence. Le schéma de leur vie séparée aurait pu continuer indéfiniment si la nature n'était pas intervenue sous la forme d'une tempête de pluie de novembre qui arriva un soir avec une violence si soudaine que Céleste, surprise dans le jardin pendant sa promenade habituelle, fut forcée de chercher refuge par l'entrée la plus proche, qui se trouvait menée au salon où Sébastien s'était retiré après le dîner avec son propre livre et un verre de brandy. Ils restèrent là, dans une surprise maladroite de se trouver ainsi piégés ensemble, la pluie fouettant les fenêtres avec une telle fureur que s'aventurer à nouveau dehors était impensable. Et après un long moment d'hésitation mutuelle, Sébastien désigna le fauteuil en face du sien et dit avec une formalité rigide : « Vous êtes la bienvenue pour attendre ici que la tempête passe, si vous le souhaitez. » Céleste accepta d'un petit hochement de tête, s'installant dans le fauteuil offert, intensément consciente de sa présence à quelques mètres de là, consciente du son de sa respiration et du bruissement des pages, alors qu'il tentait de retourner à sa lecture, consciente de la façon dont la lumière du feu projetait son profil balafré en un relief saisissant, et de la manière dont ses longs doigts tenaient le livre avec une douceur surprenante. Le silence s'étira entre eux, pas tout à fait confortable, mais pas entièrement insupportable, jusqu'à ce que Sébastien, peut-être poussé par le même besoin agité qui rendait parfois l'isolement plus douloureux que la connexion, lui demanda ce qu'elle lisait, et Céleste, surprise par la question directe, répondit qu'elle avait découvert un volume de poésie de Wordsworth dans la bibliothèque. Cela déclencha une discussion guindée mais authentique sur la littérature, Sébastien révélant une profondeur de connaissance inattendue sur les poètes romantiques, Céleste perdant progressivement une partie de sa nervosité alors qu'il débattait des mérites de Wordsworth par rapport à Coleridge, et il y eut un moment où Sébastien ouvrit la bouche comme pour demander quelque chose de plus personnel, peut-être sur sa vie avant Blackwood Hall ou les raisons de son voile, mais il sembla ensuite y renoncer et revint à un terrain littéraire plus sûr. Lorsqu'ils tendirent tous deux simultanément la main vers le même livre de vers de Byron qui se trouvait sur la table entre eux. Leurs mains gantées se frôlant presque avant que les deux ne se retirent comme s'ils s'étaient brûlés, l'air soudain chargé d'une conscience qui n'était pas présente auparavant, et ils se retirèrent peu après, dans leurs ailes séparées, tous deux restant éveillés tard dans la nuit et se demandant si le gouffre entre eux pourrait peut-être être traversé, ou si la sécurité de la distance valait le coup d'une solitude continue. Un schéma se développa dans les jours qui suivirent leur rencontre sous l'orage, subtil au début, mais devenant plus prononcé à chaque soirée qui passait, alors que Céleste et Sébastien se retrouvaient tous deux à graviter vers la bibliothèque à la même heure crépusculaire, attirés par quelque chose que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient tout à fait, mais que tous deux comprenaient peut-être à un niveau tacite. Et ils s'installaient dans leurs fauteuils habituels de part et d'autre de la grande pièce, avec ses étagères imposantes et ses tapis persans usés par des générations de pas,
ouvrant leurs livres respectifs et lisant dans un silence qui se transforma progressivement de gênant à amical. Au début, ils maintinrent ce prudent prétexte de présence coïncidente, chacun absorbé dans des mondes littéraires privés, mais un soir, Sébastien commença à lire à haute voix un volume de Keats, sa voix riche et résonnante dans le silence éclairé par le feu, les mots s'écoulant avec une beauté inattendue, de lèvres plus habituées aux ordres laconiques et aux plaisanteries formelles, et Céleste sentit quelque chose bouger dans sa poitrine en l'écoutant parler de beauté et de vérité, et de la terrible brièveté de la joie mortelle. Elle se surprit à fermer son propre livre et à simplement écouter, les mains jointes sur ses genoux sous le tissu noir de son voile, et lorsque Sébastien termina le poème et leva les yeux pour la trouver tout attentive, il ne se réfugia pas dans l'embarras, mais lui demanda plutôt si elle avait un favori parmi les romantiques, et ainsi commença leur échange timide d'opinions littéraires qui devint plus audacieux à chaque conversation du soir. Céleste découvrit qu'elle pouvait parler plus librement en discutant de poésie et de philosophie qu'elle ne le pourrait jamais sur des sujets personnels, et Sébastien semblait le comprendre instinctivement, permettant à leur conversation de rester dans le domaine plus sûr des idées tout en révélant progressivement des fragments de lui-même à travers les passages qu'il choisissait de lire et les observations qu'il offrait. C'est au cours d'une discussion sur la méditation de Wordsworth, sur la mémoire et la perte, que Céleste fit un commentaire ironique sur l'optimisme peut-être excessif du poète concernant les pouvoirs de guérison de la nature. Et Sébastien rit, un son authentique de plaisir surpris qui sembla les surprendre tous les deux. Puis Céleste se retrouva à rire aussi, un son léger et pétillant qu'elle n'avait pas entendu de sa propre gorge depuis tant d'années, qu'il semblait appartenir à une autre femme, une version antérieure d'elle-même qui avait existé avant que le feu. La douleur et l'isolement ne lui aient appris que la joie était un luxe réservé uniquement à ceux qui n'étaient pas marqués. L'expression de Sébastien à ce moment-là fut d'un tel émerveillement et plaisir visible que Céleste sentit la chaleur monter à ses joues sous son voile, et elle réalisa avec un frémissement de quelque chose de dangereusement proche de l'anticipation qu'elle avait commencé à attendre avec impatience ces heures du soir dans la bibliothèque, qu'elle se surprenait à écouter tout au long de la journée le son de ses pas dans les couloirs lointains, et à se demander quel livre il pourrait choisir de lire ce soir-là, quelles pensées il pourrait partager, quels petits aperçus de son intérieur gardé il pourrait par inadvertance révéler. De son côté, Sébastien découvrit que la bibliothèque semblait étrangement vide les rares soirs où les affaires du domaine le retenaient au-delà de leur heure habituelle, qu'il se surprenait à se dépêcher dans sa correspondance et ses comptes, afin d'atteindre cette pièce éclairée par le feu où Céleste attendait avec ses livres, ses aperçus surprenants et ce rire musical qui lui était devenu plus précieux qu'il n'osait l'examiner de trop près, et bien qu'il maintienne toujours une distance physique prudente, ne s'asseyant jamais plus près que la largeur du tapis oriental entre eux, ne permettant jamais même un contact accidentel, tous deux commencèrent à sentir que le gouffre qui les séparait n'était peut-être pas aussi infranchissable qu'ils l'avaient cru autrefois, que la solitude partagée dans un silence amical pouvait être le premier pas timide vers quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait encore le courage de nommer. La roseraie de Blackwood Hall était devenue le sanctuaire privé de Céleste dans les semaines qui avaient suivi son mariage, un lieu où elle pouvait se promener parmi les buissons épineux et les fleurs à floraison tardive sans rencontrer de domestique ni le regard pénétrant de son mari. Et c'est là, par un matin vif de décembre, qu'elle se trouva à essayer de tailler la croissance sauvage qui menaçait d'envahir les allées de pierre, ses mains gantées travaillant avec soin parmi les branches, malgré son expérience limitée de telles tâches pratiques. Elle était absorbée par son travail depuis peut-être 1 heure, lorsque son voile, ce compagnon constant de soie noire,
s'accrocha à une épine particulièrement vicieuse, et alors qu'elle tournait la tête, le tissu se tendit et ne voulut plus se libérer, peu importe avec quelle douceur elle tirait dessus, les épines semblant agripper le matériau délicat avec une intention malveillante, et dans sa lutte pour se libérer sans déchirer le voile, elle sentit la piqûre aiguë des épines contre ses doigts, même à travers le cuir fin de ses gants. Un léger son de frustration s'échappa de ses lèvres, alors qu'une goutte de sang fleurissait sur le gant pâle couvrant sa main droite, et elle se demandait si elle devrait sacrifier le voile à la garde des roses, lorsque la voix de Sébastien vint de derrière elle, lui demandant si elle avait besoin d'aide, son apparition soudaine la surprenant au point de l'immobiliser. Il devait se promener sur les terres et avoir observé sa situation délicate. Et maintenant, il s'approchait avec des pas prudents, comme s'il craignait d'effrayer un oiseau blessé. Et lorsque Céleste hocha la tête pour accepter son aide, il se rapprocha plus qu'il ne l'avait encore été, en dehors de la structure formelle d'une danse, si près qu'elle pouvait sentir la légère odeur de bois de santal et de cuir qui s'accrochait à lui, pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps dans l'air froid du matin. Les mains de Sébastien étaient remarquablement douces, alors qu'il s'efforçait de démêler le voile des épines, ses doigts balafrés se déplaçant avec une précision exercée parmi les pointes acérées, et Céleste sentit son souffle se couper dans sa gorge à sa proximité. À la concentration évidente dans son expression, alors qu'il libérait d'abord un fil de soie puis un autre, son visage à quelques centimètres du sien, voilé, alors qu'il accomplissait la tâche délicate. Lorsque le voile fut enfin libéré, il ne s'écarta pas immédiatement, mais remarqua plutôt le sang sur son gant, et son expression passa à l'inquiétude alors qu'il lui demandait si elle était blessée, tendant la main vers la sienne avec un contact hésitant qui envoya une chaleur inattendue à travers tout son bras. Céleste l'assura que ce n'était qu'une égratignure, sans conséquence, mais Sébastien la surprit en lui demandant si elle aimait travailler avec les roses, et lorsqu'elle avoua qu'elle trouvait la paix dans le jardin, mais manquait de connaissances appropriées sur leur entretien, il proposa de lui montrer les techniques qu'il avait apprises de sa propre mère, qui avait entretenu ces mêmes roses avant sa mort. Ainsi commença leur première activité, partagée au-delà de la conversation littéraire, Sébastien allant chercher des sécateurs et des gants dans l'abri de jardin, pendant que Céleste regardait avec un émerveillement croissant, et bientôt ils travaillaient côte à côte parmi les buissons, Sébastien démontrant comment couper en biais pour encourager la nouvelle croissance, comment identifier quelles cannes devaient être enlevées et lesquelles conservées, ses mains se déplaçant sur les plantes avec une tendresse qui semblait en contradiction avec son allure martiale et son extérieur endurci par la guerre. Céleste observa le contraste entre l'homme qui commandait des domaines et avait mené des soldats au combat, et ce même homme qui manipulait les délicates fleurs de rose, comme si elles étaient précieuses au-delà de toute mesure, qui parlait des plantes avec une affection et une connaissance authentiques, et elle se surprit à se détendre dans le rythme de leur travail partagé, posant des questions sur les différentes variétés et écoutant ses explications patientes. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'ils tendaient tous deux la main vers la même branche, et aucun ne se retira immédiatement, le contact accidentel persistant, un battement de cœur de plus que strictement nécessaire avant qu'ils ne continuent leur travail avec une conscience accrue de la présence de l'autre, et Céleste sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une petite barrière commençant à se fissurer sous la douce pression de la bonté constante de Sébastien et l'intimité surprenante de travailler ensemble dans le jardin d'hiver où les épines faisaient couler le sang, mais où les roses promettaient le retour éventuel de la beauté. Alors que l'automne s'approfondissait pour devenir le début de l'hiver, et que le premier givre peignait les fenêtres de Blackwood Hall de motifs cristallins, Céleste s'était installée dans une paix précaire avec sa nouvelle vie, trouvant du réconfort dans les rythmes quotidiens, des heures partagées à la bibliothèque et du travail occasionnel au jardin avec Sébastien,
Mais par une nuit glaciale de décembre, où le vent hurlait autour des pierres anciennes du manoir, elle fut réveillée d'un sommeil agité par des sons qui lui glacèrent le sang, des cris, rauques et angoissés, venant de l'aile ouest lointaine où Sébastien avait ses appartements. Elle resta figée dans son lit pendant plusieurs battements de cœur, son esprit courant entre des impulsions contradictoires, le respect de sa vie privée et de la distance formelle qu'il maintenait encore malgré leur proximité croissante, ou l'envie compatissante d'offrir du réconfort à quelqu'un qui souffrait clairement sous l'emprise de terreurs cauchemardesques qu'elle ne comprenait que trop bien de par ses propres nuits hantées. La compassion l'emporta, et Céleste se leva de son lit, enfilant une robe de chambre par-dessus sa chemise de nuit et se déplaçant à travers les couloirs obscurs avec seulement une seule bougie pour éclairer son chemin, son cœur battant à tout rompre, alors qu'un autre cri résonnait dans les couloirs vides. Et elle se retrouva debout devant la porte de Sébastien pour la première fois depuis son arrivée à Blackwood Hall, sa main tremblant alors qu'elle frappait doucement et ne recevait aucune réponse sauf un autre cri tourmenté. Elle poussa la porte pour trouver Sébastien se débattant dans son immense lit à baldaquin, son visage balafré et contorsionné par l'angoisse, les draps tordus autour de son corps, alors qu'il combattait des ennemis invisibles et lançait des avertissements à des soldats morts depuis longtemps. Et Céleste sentit son propre souffle se couper à la vue de cet homme puissant, réduit à une telle souffrance vulnérable, piégé dans les souvenirs de la guerre, de la mort et du moment qui avait marqué son visage pour toujours. Elle s'approcha lentement du lit, prononçant son nom d'une voix douce mais claire, le répétant comme une ancre pour le ramener de n'importe quel champ de bataille qu'il revivait dans son esprit endormi, et quand ses yeux s'ouvrirent enfin, ils étaient sauvages et sans focus, la honte inondant ses traits, alors que la conscience revenait, et qu'il réalisait qu'elle l'avait vu dans cet état de faiblesse qu'il avait clairement travaillé si dur à cacher. Sébastien tenta de s'excuser, de lui ordonner de quitter la pièce avec un embarras bourru, mais Céleste se déplaça vers la table de toilette et versa de l'eau dans un verre avec des mains fermes, le lui apportant et s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre quand il essaya de la repousser. Et elle prononça les mots qui semblaient couler d'un puits profond de compréhension partagée. « Je sais ce que c'est que d'être piégé dans des souvenirs qui refusent de lâcher leur emprise, Sébastien. Vous n'avez pas besoin de supporter cela seul. » Quelque chose changea alors dans son expression, l'armure rigide de la fierté masculine se fissurant juste assez pour permettre à la vérité d'émerger, et il admit d'une voix rauque d'épuisement et de honte qu'il revivait la bataille la plupart des nuits, revoyait l'explosion qui avait déchiré son régiment et marqué son visage, entendait les cris des hommes qu'il n'avait pas pu sauver et sentait le poids du commandement qui avait envoyé de jeunes soldats à la mort. Céleste écouta sans jugement ni platitude, comprenant que parfois le plus grand réconfort est simplement la présence, la connaissance qu'une autre âme témoigne de votre douleur et ne se détourne pas, et elle resta dans ce fauteuil alors que la nuit cédait lentement la place à l'aube, une gardienne silencieuse veillant sur Sébastien alors qu'il tombait enfin dans un sommeil plus calme, et lorsque la lumière du matin se glissa à travers les rideaux et qu'il se réveilla pour la trouver toujours là, la reconnaissance maladroite qui passa entre eux portait le poids de quelque chose de fondamental qui avait changé dans l'architecture de leur arrangement prudent, une reconnaissance qu'ils avaient franchi un seuil invisible, d'où il ne pourrait y avoir de retour à la distance formelle d'avant. Le matin, après que Céleste eut veillé, pendant les cauchemars de Sébastien, apporta un changement inattendu dans la chorégraphie prudente de leur vie séparée. Car lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, s'attendant au repas solitaire habituel, elle trouva une note de l'écriture précise de Sébastien lui demandant de se joindre à lui pour le dîner ce soir-là, dans la petite salle à manger, plutôt que dans la salle de cérémonie, où ils avaient pris leur petit déjeuner de mariage, dans un silence tendu. Et bien que sa réaction immédiate fût la nervosité,
à l'idée de dîner ensemble, de tenter de manger, tout en maintenant le voile, qui était devenu à la fois bouclier et prison. Elle se surprit à rédiger une acceptation avant que le doute ne puisse l'emporter sur sa confiance timide en cet homme qui ne lui avait montré que patience et une douceur inattendue. La solution de Sébastien à la difficulté pratique de son état voilé révéla une prévenance qui lui serra la gorge d'une émotion qu'elle ne s'attendait plus à ressentir, car lorsqu'elle entra dans la petite salle à manger ce soir-là, elle trouva l'espace transformé par des lampes tamisées et des bougies stratégiquement placées qui créaient des zones d'ombre douce, assez de lumière pour voir son assiette et son compagnon, mais assez sombre pour que le soulèvement prudent de son voile, pour prendre de petites bouchées, n'exposât pas entièrement les cicatrices qu'elle ne pouvait toujours pas supporter de révéler, et le symbolisme de ce geste ne leur échappa ni à l'un ni à l'autre, alors que Sébastien se levait pour la faire asseoir avec une formalité qui, d'une certaine manière, semblait plus intime qu'une familiarité désinvolte l'aurait été. Leur conversation ce premier soir commença par les sujets sûrs qu'ils avaient explorés dans la bibliothèque, livres récemment lus, observations sur le changement de saison, affaires banales du domaine. Mais à mesure que le vin était versé et que les plats se succédaient, Sébastien commença à parler de son enfance avant que la guerre ne le réclamât, décrivant un garçon qui avait aimé les chevaux et la littérature à parts égales, qui avait imaginé une vie de recherche savante plutôt qu'un service militaire. Et Céleste se surprit à répondre avec des fragments de son propre passé, la sœur qu'elle avait perdue dans l'incendie qui l'avait marquée pour toujours, Margaret, qui n'avait que 16 ans, et était pleine de rêves pour sa première saison à Londres. La révélation vint doucement, presque sans que Céleste ne réalise qu'elle la disait à voix haute, que ses cicatrices n'étaient pas seulement physiques, mais gravées profondément dans son esprit, par la connaissance qu'elle avait survécu, alors que Margaret avait péri, qu'elle dormait en sécurité dans l'aile, et lorsque le feu consuma l'aile ouest, et la culpabilité de cette survie avait pesé sur elle pendant une décennie comme une pierre qu'elle ne pouvait ni porter ni poser. La réponse de Sébastien ne fut pas la platitude à laquelle elle avait appris à s'attendre de la part des rares personnes qui avaient osé parler de sa tragédie, mais plutôt une reconnaissance née de ses propres blessures parallèles, de sa propre culpabilité pour les soldats qui étaient tombés alors qu'il vivait. De jeunes hommes dont il récitait encore les noms dans les heures sombres où le sommeil ne venait pas, et à cet instant de confession partagée, ils reconnurent l'un en l'autre non seulement des âmes sœurs marquées par des cicatrices physiques, mais des âmes liées par le poids complexe de survivre lorsque d'autres ne l'avaient pas fait. L'accord de fer de ces dîners, leur rituel, vint sans discussion formelle, simplement une entente qui s'installa entre eux comme l'obscurité hivernale au-delà des fenêtres, et alors que Céleste se retirait dans ses appartements cette nuit-là, elle emportait avec elle la chaleur de savoir que la solitude, au moins, était un fardeau qu'elle n'aurait peut-être plus à porter seule. L'obligation d'assister au festival de Noël du village arriva avec le froid de décembre. Un devoir qui accompagnait le titre de Sébastien et leur position de duc et duchesse des domaines environnants, et lorsque Sébastien le mentionna lors d'un de leurs dîners intimes, Céleste sentit la terreur lui serrer le cœur avec des doigts de glace familiers, car assister à des bals structurés où elle pouvait se tenir à la périphérie était une chose, mais se mêler aux villageois en plein jour, soumise à un examen attentif et au regard curieux d'enfants qui n'avaient jamais appris à cacher leurs réactions, semblait une épreuve au-delà de sa capacité à endurer. Sébastien, qui était devenu expert pour lire la tension dans ses épaules et la façon dont ses mains tremblaient lorsque la peur la submergeait, offrit immédiatement d'envoyer leurs regrets, d'inventer une excuse qui lui épargnerait cette épreuve. Mais Céleste trouva en elle-même une fierté tenace qu'elle ne savait pas exister encore, un refus de décevoir les villageois qui dépendaient de Blackwood Hall
et qui n'avait montré qu'une courtoisie respectueuse lors de ses rares incursions dans les boutiques du village, toujours avec son voile fermement en place. Le festival lui-même était une scène de charme rustique qui aurait pu la ravir dans une autre vie, avec des enfants riant en se poursuivant dans la place enneigée, des choristes rassemblés autour d'un feu de joie, chantant d'anciens hymnes, et des étals proposant du vin chaud et des marrons grillés qui emplissaient l'air de chaleur et d'épices. Mais Céleste sentit chaque regard curieux comme un contact physique, vit la façon dont les mères rapprochaient leurs enfants d'elle lorsqu'elle passait, entendit les chuchotements qui la suivaient, bien que la plupart tentaient d'être discrets sur leur fascination pour le fantôme voilé qui avait épousé leur duc. Elle maintenait son sang-froid par pure force de volonté, se tenant aux côtés de Sébastien alors qu'il parlait avec l'ancien du village des réparations nécessaires au toit de l'église, lorsqu'elle entendit deux femmes derrière un étal voisin parler d'une voix qu'elle croyait clairement trop basse pour être entendue, l'une disant à l'autre que c'était dommage que le duc se soit lié à une telle créature, que ce qui se cachait sous ce voile devait être vraiment monstrueux pour qu'une femme se cache pendant tant d'années, et Céleste sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. La fragile confiance qu'elle avait bâtie au fil des semaines grâce à la patiente bonté de Sébastien se fracassant comme de la glace sous une botte. Elle se tourna pour fuir, ne se souciant ni des convenances ni du devoir, ayant seulement besoin d'échapper au poids suffocant du jugement et du dégoût. Mais la main de Sébastien attrapa la sienne avant qu'elle n'ait fait 3 pas, sa prise ferme et chaude à travers son gant, et lorsqu'elle leva les yeux vers lui à travers le flou des larmes, elle vit de la fureur sur son visage balafré, une rage protectrice qui le transforma en quelque chose de féroce et de redoutable, alors qu'il se tournait pour faire face aux villageois assemblés avec toute l'autorité de son rang et sa présence considérable. Sa voix porta à travers la place soudainement silencieuse, alors qu'il déclarait que toute personne qui manquait de respect à sa duchesse lui manquait de respect personnellement, que Lady Céleste était une femme de plus de courage et de grâce que la plupart ne le posséderaient jamais, et qu'il ne tolérerait ni cruauté ni moquerie envers elle dans son village ou sur ses terres, et les 2 femmes qui avaient parlé si négligemment se retrouvèrent au centre du regard froid du duc, jusqu'à ce qu'elle balbutie des excuses et se retire dans la honte, tandis que le reste des villageois observaient avec des expressions allant de la surprise à un respect réticent. Le retour à pied, à travers la neige tombante, devint quelque chose que Céleste se souviendrait pour toujours. Sébastien tenant toujours sa main alors qu'il se déplaçait à travers le paysage hivernal, et elle fut submergée par la sensation inconnue d'être défendue, protégée, assez estimée pour que quelqu'un se dresse contre la cruauté du monde en son nom. Leur retour à Blackwood Hall avait l'étrange qualité d'un rêve, tous deux secoués par la confrontation publique d'une manière qui les laissa silencieux pendant le trajet en voiture, et lorsqu'ils entrèrent enfin dans le hall d'entrée, la neige fondant de leurs manteaux, la colère de Sébastien contre la cruauté de la société était encore évidente dans la tension de sa mâchoire et la façon dont ses mains balafrées se serraient et se desserraient à ses côtés, comme s'il souhaitait frapper toute l'ignorance et la cruauté désinvolte qui avaient blessé sa femme. Céleste se tenait tremblante dans la douce lumière des lampes, son sang-froid s'effondrant enfin maintenant qu'ils étaient loin des regards indiscrets, et les larmes qu'elle avait retenues par pure force de volonté commencèrent à couler en flots silencieux sous son voile, ses épaules secouées par la force d'émotions trop longtemps contenues. Et Sébastien fit un mouvement maladroit et incertain vers elle, avant de fouiller dans son manteau, pour lui offrir son mouchoir, avec la formalité prudente d'un homme peu habitué à réconforter les autres. Les mots s'échappèrent d'elle alors, crus et terribles dans leur dégoût de soi, alors qu'elle disait qu'il n'aurait pas dû se lier à un monstre, qu'il avait sacrifié sa dignité et son avenir pour un mariage de convenance avec une femme qui ne pouvait même pas montrer son visage en public sans inspirer le dégoût,
et elle pouvait entendre l'amertume dans sa propre voix, la décennie de honte et d'isolement accumulés, se déversant dans l'intimité de leur foyer, où elle n'avait plus la force de prétendre que le jugement du monde ne la blessait pas jusqu'à l'os. La réponse de Sébastien fut féroce et immédiate. Sa voix rauque d'une intensité qui la surprit, alors qu'il déclarait que si elle était un monstre, alors il l'était aussi, que ses cicatrices le marquaient tout aussi sûrement que les siennes la marquaient elle, et que quiconque ne pouvait voir au-delà de la surface la force et la grâce qui s'y trouvaient, ne méritait que du mépris. Et il y avait quelque chose dans sa passion qui fit taire ses protestations et la fit vraiment le regarder pour peut-être la première fois depuis leur mariage. Il parla alors de ce qu'il voyait quand il la regardait, non pas le visage caché sous le voile, mais la femme qui avait survécu au feu et à la perte, qui avait enduré une décennie d'isolement avec dignité, qui lui avait montré de la gentillesse dans ses cauchemars et de la compagnie dans sa solitude, et il avoua avec une honnêteté hésitante que ce qui avait commencé comme un arrangement pratique était devenu quelque chose de bien plus profond pour lui, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé et ne comprenait pas entièrement, mais ne pouvait plus nier. Céleste resta figée dans l'incrédulité, alors que les mots de Sébastien la submergeaient, incapable de comprendre comment quiconque pouvait la trouver autre qu'hideuse, comment cet homme qui aurait pu avoir son choix de femme belle et sans marque en était venu à l'estimer, et lorsqu'il croisa ses yeux avec cette franchise inébranlable qui caractérisait toutes ses relations avec elle, elle y vit une vérité qui la terrifia plus que n'importe quelle cruauté ne l'avait jamais fait. Son aveu final vint doucement, presque tendrement, alors qu'il disait qu'il était tombé amoureux de sa voix pendant leur soirée à la bibliothèque, de son esprit pendant leur conversation au dîner, de son âme en la regardant affronter chaque jour avec un courage que la plupart ne posséderaient jamais, et que la femme sous le voile importait bien moins pour lui que la femme qu'il avait appris à connaître au fil des semaines de patientes révélations. Le moment s'étira entre eux, lourd de possibilités et de terreurs, chargé du poids de confessions qui ne pouvaient être reprises, et Céleste se sentit suspendue entre le désir de croire et la certitude née d'une longue expérience qu'une telle acceptation ne pouvait être réelle, ne pouvait durer, se briserait au moment où il verrait vraiment ce qu'elle avait caché si longtemps, et ainsi elle fit ce qu'elle avait toujours fait lorsque les émotions menaçaient de submerger ses défenses. Elle se retira dans ses appartements avec des excuses chuchotées, laissant Sébastien seul dans le hall d'entrée, tandis qu'elle fuyait vers la sécurité de la solitude, pour lutter avec l'espoir impossible que ces mots avaient planté dans son cœur blessé. Céleste resta éveillée dans ses appartements pendant la longue nuit d'hiver, rejouant la confession de Sébastien avec une précision obsessionnelle, entendant encore et encore la tendresse rauque dans sa voix quand il disait qu'il était tombé amoureux de sa voix, de son esprit, de son âme, et elle se retrouva prise dans une guerre intérieure entre le désir et la peur qui la laissa tremblante sous ses couvertures, alors que les heures avançaient vers l'aube. La possibilité que quelqu'un puisse vraiment voir au-delà de son visage en ruine la femme qu'elle était semblait un espoir trop fragile pour y croire, un rêve trop dangereux à entretenir, car elle avait appris par une expérience brutale ce qui se passait lorsqu'elle se permettait de croire à la pérennité de l'amour, et le souvenir de cette leçon ressurgissait maintenant avec une clarté vive pour la tourmenter dans l'obscurité. Elle avait été fiancée une fois, avant l'incendie, à un jeune homme qui lui avait juré une dévotion éternelle et écrit des poèmes comparant sa beauté aux fleurs du printemps et à la lumière du matin, et elle pouvait encore se souvenir, avec un détail parfait et angoissant du moment où il avait vu ses brûlures pour la première fois après que les médecins eurent enfin retiré les bandages, pouvait encore voir l'horreur qui avait inondé son beau visage et remplacé ses déclarations d'amour étudiées par des excuses balbutiées et une retraite précipitée, et en moins d'une semaine, il avait rompu leurs fiançailles par une lettre livrée par un domestique,
parce qu'il manquait même du courage de lui faire face directement. Cet abandon lui avait appris la vérité qu'elle avait portée pendant 10 ans comme une pierre autour de son cou. La certitude que toute gentillesse ou attraction qu'elle pourrait inspirer se briserait au moment où le voile tomberait, qu'elle était fondamentalement indigne d'être aimée dans son état balafré, que le mieux qu'elle pouvait espérer était la tolérance polie de ceux qui plaignaient sa souffrance, mais ne pourraient jamais vraiment accepter son apparence altérée. Mais les mots de Sébastien ce soir-là avaient planté une graine de doute révolutionnaire dans cette conviction de longue date, car il avait ses propres cicatrices et sa propre expérience de la cruauté de la société, et peut-être que cette compréhension partagée lui donnait une perspective différente, une capacité à voir au-delà des surfaces que son précédent fiancé n'avait absolument pas. Elle pensa à la bonté constante de Sébastien au cours des semaines de leur mariage, à la façon dont il ne l'avait jamais pressée de se révéler, ne lui avait jamais demandé plus qu'elle ne pouvait offrir, mais avait progressivement bâti une fondation de confiance par la patience et une véritable camaraderie, et elle se demanda si sa confession n'était pas le joli mensonge auquel elle s'attendait, mais plutôt la simple vérité d'un homme qui en était venu à la connaître d'une manière qui allait plus loin que l'apparence physique. Alors que la première lumière de l'hiver commençait à filtrer à travers ses rideaux, peignant la pièce familière dans des tons de gris et d'or pâle, Céleste prit une décision qui la terrifia plus que toutes celles qu'elle avait dû affronter depuis qu'elle avait accepté ce mariage. Car elle comprit qu'elle se trouvait à un carrefour où elle pouvait soit se retirer davantage dans la sécurité de l'isolement, soit avancer dans la vulnérabilité terrifiante de la confiance, et elle choisit, avec une résolution tremblante, née de la défense féroce de Sébastien au festival du village et de son honnêteté brute dans le hall d'entrée, de croire que peut-être ce duc balafré pensait vraiment ce qu'il disait. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait le fermoir de son voile dans la lumière du matin, sentant le poids familier du tissu noir qui avait été à la fois protection et prison pendant une décennie, et elle comprit avec une clarté cristalline que l'enlever pour Sébastien nécessiterait plus de courage qu'elle n'en avait jamais eu besoin pour affronter les regards de la société. Car cette fois son cœur était engagé d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis avant l'incendie, et la possibilité d'un rejet avait maintenant le pouvoir de la blesser plus profondément que n'importe quelle cruauté désinvolte d'étrangers ne le pourrait jamais. Le voyage de Céleste à travers Blackwood Hall jusqu'au bureau de Sébastien avait la qualité de la dernière marche d'un condamné, chaque pas exigeant un effort conscient, alors que sa résolution luttait contre la terreur qui menaçait de la faire fuir vers la sécurité de ses appartements. Mais elle se força à avancer à travers des couloirs maintenant familiers, mais soudainement étranges, le voile toujours en place, bien que ses mains eussent déjà pris la décision que son cœur craignait, et lorsqu'elle atteignit la lourde porte en chêne de son bureau, elle s'arrêta, la main levée pour frapper, se demandant si c'était de la folie, si elle était sur le point de briser la paix fragile qu'ils avaient construite en révélant la vérité dont ils prétendaient ne pas se soucier, mais dont ils reculeraient sûrement une fois confrontés à sa réalité. Elle frappa, entendit sa voix profonde l'inviter à entrer, et le trouva à son bureau en train d'examiner des documents du domaine avec l'attention minutieuse qu'il apportait à toutes ses responsabilités, et lorsqu'il leva les yeux, son expression passa immédiatement de la concentration à la surprise, puis à l'inquiétude face à sa visite matinale inhabituelle, car ils avaient établi des habitudes au cours de ces mois de mariage, et son apparition dans son domaine privé à cette heure enfreignait toutes les règles tacites de leur cohabitation prudente. Sébastien se leva de son bureau avec la courtoisie instinctive qui caractérisait toutes ses relations avec elle, son visage balafré montrant à la fois curiosité et inquiétude, alors qu'il lui demandait si quelque chose n'allait pas, si elle avait besoin de son aide pour une affaire quelconque, et Céleste sentit sa voix se coincer dans sa gorge alors qu'elle se tenait devant lui,
comprenant qu'elle était sur le point de franchir un seuil d'où il n'y aurait pas de retour, et elle réussit à demander d'une voix qui tremblait, malgré ses efforts, pour la contrôler, qu'il se tienne face à elle, qu'il lui accorde ce moment sans question, et elle vit dans ses yeux sombres l'instant de reconnaissance, alors qu'il comprenait ce qu'elle avait l'intention de faire, et devint complètement immobile, d'une immobilité qui parlait d'espoir et de peur à parts égales. Le moment se suspendit dans le temps, alors que les mains de Céleste se levaient vers le fermoir de son voile, avec des doigts qui tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine manipuler le simple mécanisme, et elle était consciente de l'immobilité attentive de Sébastien, de la façon dont il semblait avoir cessé de respirer en attendant qu'elle accomplisse cette action qu'elle avait évitée pendant une décennie, et le voile se détacha avec un murmure de tissu qui sembla incroyablement fort dans le bureau silencieux, tombant pour s'amonceler à ses pieds comme une armure abandonnée, exposant pour la première fois depuis leur mariage le visage qu'elle lui avait caché, ainsi qu'au monde entier. Les cicatrices de brûlure couraient le long du côté gauche de son visage. De la tempe à la mâchoire et le long de son cou, un tissu plissé qui avait guéri en motifs tordus qui perturbaient la symétrie de ses traits et la marquaient de manière indélébile de l'héritage du feu. Et Céleste garda les yeux fermés, car elle ne pouvait supporter de voir la réaction de Sébastien, ne pouvait endurer de voir le moment où l'émerveillement se transformerait en horreur et la tendresse en distance polie. Mais elle entendit sa brusque inspiration et sentit un regret écrasant et immédiat, la certitude qu'elle avait détruit la connexion fragile qu'ils avaient construite en le forçant à affronter la réalité de sa défiguration. Le mouvement de Sébastien fut si doux qu'elle le remarqua à peine jusqu'à ce qu'elle sente sa présence près d'elle, sente la chaleur de son corps assez proche pour le toucher, et sa voix, quand il parla, fut rauque d'émotion alors qu'il prononçait son nom, puis ajoutait avec une tendresse infinie les mots qui résonneraient dans son cœur pour le reste de ses jours, lui demandant d'ouvrir les yeux, s'il vous plaît, de le regarder et de voir ce qu'il voyait. Et bien que la terreur lui criât de garder les yeux fermés et de préserver un instant de plus l'illusion qu'il pourrait l'accepter, elle trouva le courage d'obéir et ouvrit les yeux pour croiser son regard, se préparant à la révulsion qu'elle était certaine d'y trouver. Les larmes de Céleste débordèrent alors qu'elle ouvrait les yeux pour croiser le regard de Sébastien, se préparant à la révulsion qu'elle avait si souvent vue dans ses cauchemars. Mais ce qu'elle trouva dans ses yeux sombres n'était pas l'horreur, la pitié ou une distance polie, mais plutôt un émerveillement si profond et une tendresse si complète que cela lui coupa le souffle plus efficacement que n'importe quelle cruauté ne l'aurait jamais fait, et elle regarda, dans une immobilité incrédule, sa main balafrée se lever lentement vers son visage, lui donnant toute l'attitude de reculer, avant que ses doigts n'entrent en contact avec le tissu plissé de ses brûlures et ne tracent les chemins tortueux avec une douceur infinie, comme s'il touchait quelque chose de précieux et de fragile, plutôt que la défiguration qui l'avait hanté pendant une décennie. La voix de Sébastien, quand il parla, était rauque d'émotion, alors qu'il lui demandait si elle savait ce qu'il voyait en regardant son visage dévoilé, et avant qu'elle ne puisse répondre avec la litanie de laideur qu'elle s'était récitée pendant des années, il lui dit qu'il voyait le courage écrit dans chaque marque que le feu avait laissée, voyait la survie, la force et une beauté qui avaient été gagnées par une douleur inimaginable, plutôt que simplement héritée par le hasard de la naissance, et ces mots se posèrent sur son cœur blessé comme un baume sur d'anciennes blessures, alors qu'il avouait qu'il ne s'était jamais attendu à ressentir cela pour quiconque, s'étant résigné à une vie d'isolement émotionnel jusqu'à ce qu'elle apparaisse à ce bal de charité, enveloppée de tissu noir et de solitude. Il lui dit que sa volonté de lui montrer cette vulnérabilité, de lui confier la vérité qu'elle avait cachée au monde, l'humiliait d'une manière qu'il pouvait à peine articuler, car il comprenait le courage qu'il fallait pour abaisser des défenses qui avaient mis une décennie à se construire,
et Céleste sentit son incrédulité commencer à céder la place à un espoir tremblant, alors qu'elle cherchait sur son visage tout signe de la révulsion qu'elle s'attendait encore à moitié à découvrir sous ses mots tendres. Le pouce de Sébastien effaça ses larmes avec une douceur qui semblait impossible de la part de mains qui avaient manié des armes à la guerre, et après un moment de silence chargé, il demanda d'une voix à peine plus haute qu'un murmure s'il pouvait l'embrasser, et la question elle-même était un cadeau, car elle lui donnait le choix et le pouvoir d'agir à un moment où elle se sentait complètement exposée et vulnérable, et elle réussit à murmurer sa permission à travers des larmes qui coulaient maintenant d'émerveillement plutôt que de peur. Le premier baiser fut doux, respectueux et acceptant d'une manière qui réécrivit chaque certitude que Céleste avait entretenue sur sa propre incapacité à être aimée, car Sébastien embrassa sa joue balafrée, sa tempe marquée, et enfin ses lèvres tremblantes, avec une tendresse qui parlait de dévotion plutôt que de devoir, et elle sentit quelque chose de fondamental changer en elle, alors que les murs qui avaient été soigneusement construits au fil des années d'isolement commençaient à s'effondrer, et lorsqu'elle réalisa que Sébastien pleurait aussi, ses propres larmes se mêlant aux siennes, alors qu'ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre dans le bureau silencieux, elle comprit que ce moment marquait non seulement le dévoilement de son visage, mais une révélation de cœur qui s'étaient tous deux cachés de différentes manières, et que l'isolement qui les avait définis tous les deux prenait enfin, et heureusement, fin. Dans les jours qui suivirent le dévoilement, Céleste se déplaça dans Blackwood Hall sans son voile pour la première fois depuis qu'elle était devenue la duchesse, et l'expérience avait une étrange qualité de légèreté mêlée à une peur persistante, comme si elle s'était débarrassée non seulement du tissu, mais du poids des années passées à se cacher. Mais les vieilles habitudes meurent lentement, et elle se surprenait à chercher le voile chaque matin avant de se souvenir, avec un sursaut de terreur et d'exaltation mêlée, qu'elle n'avait plus besoin de se cacher, du moins pas entre ces murs où l'acceptation de Sébastien avait réécrit chaque certitude qu'elle avait entretenue sur sa propre monstruosité. Le réconfort constant de Sébastien ne venait pas de grandes déclarations, mais de petits gestes qui s'accumulaient en preuve de sa dévotion. La façon dont sa main trouvait la sienne lorsqu'il parcourait les couloirs, le tendre baiser qu'il déposait sur sa tempe balafrée chaque matin au petit déjeuner, l'attention minutieuse qu'il portait à son confort alors qu'elle naviguait dans cette nouvelle exposition, ne la poussant jamais mais toujours présent, et Céleste se sentit lentement s'épanouir comme une fleur qui avait été trop longtemps privée de soleil. Le choc initial des domestiques, en voyant le visage dévoilé de leur maîtresse, fit place à l'acceptation plus rapidement que Céleste n'avait osé l'espérer, et lorsque la gouvernante commenta un après-midi qu'il était agréable de voir enfin le sourire de la duchesse correctement, Céleste sentit les larmes lui monter aux yeux à la simple gentillesse de l'observation, comprenant qu'elle avait été vue et non jugée insuffisante. L'exploration de l'intimité physique entre eux s'approfondit à chaque jour qui passait, à mesure que Céleste devenait plus à l'aise avec le contact de Sébastien et son désir inébranlable pour elle, et ils passèrent de longues soirées dans la bibliothèque où les conversations sur la littérature s'étaient transformées en discussions sur leur avenir, Sébastien suggérant qu'ils pourraient voyager ensemble une fois qu'elle se sentirait prête, qu'ils pourraient voir le vaste monde au-delà des frontières prudentes qu'elle avait construites. Et bien que la peur de Céleste, face au regard du public, luttait contre son désir croissant de liberté, elle trouva du courage dans la patience de Sébastien et sa volonté d'attendre qu'elle soit vraiment prête à affronter la société selon ses propres termes. Leurs conversations nocturnes révélèrent des rêves que ni l'un ni l'autre n'avaient osé formuler à voix haute pendant leurs mois de distance prudente, des espoirs pour une vie qui s'étendait au-delà de la simple cohabitation pour devenir un véritable partenariat, et Céleste découvrit que la vulnérabilité, plutôt que de la détruire comme elle l'avait toujours craint, forgeait au contraire des liens plus forts
que n'importe quelle armure qu'elle avait portée. La nuit vint où elle se retrouva debout devant les appartements de Sébastien, alors que la maison s'installait dans l'obscurité, son cœur battant d'un mélange de désir et de nervosité. Et lorsqu'elle frappa doucement et entra à son invitation surprise, elle demanda d'une voix tremblante s'il pouvait rester avec elle, s'il pouvait enfin combler la distance physique qu'ils avaient maintenue, même après que les murs émotionnels fussent tombés. Et la réponse de Sébastien fut empreinte d'une telle tendresse et d'une telle préoccupation pour son confort que Céleste sentit ses dernières réserves se dissoudre comme la brume matinale au soleil. Leur union cette nuit-là fut douce, réparatrice et transformatrice d'une manière qui transcendait l'acte physique lui-même, car Sébastien toucha sa peau balafrée avec révérence plutôt qu'avec révulsion, cartographiant le paysage de ses brûlures avec des doigts attentifs et des assurances chuchotées qu'elle était belle, désirée et entièrement acceptée. Et Céleste découvrit que l'intimité pouvait être rédemptrice plutôt que honteuse, que son corps, malgré ses marques, pouvait être une source de plaisir plutôt que simplement de douleur. Et alors qu'elle reposait ensuite dans les bras de Sébastien, en écoutant son rythme cardiaque régulier, elle comprit qu'ils avaient tous deux été transformés par leur volonté de risquer la vulnérabilité, que l'arrangement né de l'isolement et de la protection mutuelle s'était épanoui en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait osé imaginer possible. Alors que le printemps arrivait avec sa promesse de renouveau et que les jardins de Blackwood Hall éclataient en floraisons parfumées, une lettre arriva qui portait le poids d'un passé que Céleste s'était depuis longtemps résignée à laisser derrière elle, car l'écriture élégante sur l'enveloppe appartenait à sa mère, Lady Margaret Ashford, et la simple vue de celle-ci fit trembler les mains de Céleste alors qu'elle rompait le sceau dans l'intimité du salon du matin où la lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres et illuminait les mots soignés demandant une réconciliation et prolongeant une invitation à visiter le domaine familial qu'elle n'avait pas vu depuis le terrible incendie qui avait coûté la vie à sa jeune sœur et laissé Céleste elle-même marquée à jamais. Les émotions qui l'envahirent étaient complexes et contradictoires. Un enchevêtrement de colère contre la famille qui s'était retirée d'elle au lendemain de la tragédie, de désir pour le lien qu'elle avait autrefois connu avant que les brûlures ne redéfinissent toutes ses relations, et de peur que les affronter de nouveau ne ressuscitât une douleur qu'elle avait tant travaillé à transcender, et lorsque Sébastien la trouva 1 heure plus tard, tenant toujours la lettre avec des larmes coulant silencieusement sur ses joues balafrées, il la prit simplement dans ses bras et la serra pendant qu'elle luttait pour articuler la tempête de sentiments que la simple invitation avait déchaînée. Le soutien de Sébastien vint sans pression ni présomption, alors qu'il lui disait que la décision lui appartenait entièrement, qu'il soutiendrait tout choix qui lui apporterait la paix, mais que si elle choisissait d'affronter sa famille, il serait à ses côtés à chaque étape du voyage. Et Céleste trouva du courage dans sa présence constante, alors qu'elle rédigeait une réponse acceptant l'invitation à la condition que Sébastien l'accompagnât, incapable d'imaginer affronter les fantômes de son passé sans l'homme qui lui avait appris que l'amour pouvait exister au-delà de la surface. Le voyage jusqu'à sa maison d'enfance dans le Hampshire fut rempli de souvenirs qui affluèrent à chaque point de repère familier qu'il passait. Le grand domaine émergeant de derrière d'anciens chênes, exactement comme elle s'en souvenait, mais semblant en quelque sorte diminué par le temps et sa propre croissance. Et alors que leur voiture remontait l'allée majestueuse, Céleste sentit la main de Sébastien se resserrer sur la sienne en signe de solidarité silencieuse, tandis que son cœur martelait contre ses côtes, avec la force des griefs inexprimés et des blessures non guéries d'une décennie. Sa mère attendait sur les marches de l'entrée, dans une posture de calme étudié, qui se brisa au moment où elle vit le visage dévoilé de Céleste. Et la brusque inspiration et le choc visible qui traversèrent les traits raffinés de Lady Margaret confirmèrent toutes les craintes que Céleste avait nourries à propos de cette réunion.
mais elle releva le menton et descendit de la voiture avec la grâce que Sébastien l'avait aidé à retrouver, refusant de se dérober au regard de sa mère, même si ses vieux instincts lui hurlaient de se cacher. Les premières heures furent marquées par des silences gênés et des politesses douloureusement formelles, alors qu'il prenait le thé dans le salon où Céleste avait autrefois joué enfant, la pièce même où elle et sa sœur avaient ri, conspiré et rêvé d'avenir que le feu avait volé. Et lorsque sa mère rassembla enfin le courage de lui demander directement ce qu'il était advenu des années depuis le départ de Céleste, la question ouvrit des vannes que Céleste n'avait pas réalisé qu'elle retenait, et sa confrontation sur leur abandon dans ces heures les plus sombres n'émergea pas comme un cri, mais comme une récitation calme et dévastatrice de faits qui laissa sa mère pâle et tremblante. Et lorsque les larmes de Lady Margaret vinrent enfin, elles portèrent avec elles un aveu de lâcheté et de regret qui l'avait manifestement hanté pendant une décennie, bien que Céleste trouvât difficile à ce moment-là d'offrir le pardon immédiat que le visage accablé de sa mère semblait implorer, ayant plutôt besoin de laisser la vérité de leurs blessures mutuelles s'installer entre elles comme la poussière après un effondrement. Les conversations difficiles avec sa famille se déroulèrent sur plusieurs jours, qui parurent à la fois interminables et bien trop brefs, chaque discussion levant une nouvelle couche du deuil et de l'incompréhension qui s'étaient calcifiées entre eux au cours d'une décennie de séparation. Et alors que Céleste était assise dans le salon du matin avec sa mère le deuxième jour de leur visite, elle commença à comprendre, à travers les explications hésitantes de Lady Margaret, que la propre peur de sa mère et son incapacité à faire face à la tragédie de perdre une fille, tout en voyant une autre définitivement altérée, avaient créé une paralysie qui se masquait en froideur, une retraite née non pas du rejet, mais d'une impuissance écrasante face à une perte si profonde. La reconnaissance que tout le monde avait été blessé par l'incendie de différentes manières vint lentement à Céleste, alors qu'elle écoutait les excuses hésitantes de son père, prononcées dans son bureau, avec Sébastien se tenant discrètement en soutien dans le coin, Lord Ashford admettant, les larmes aux yeux, qu'il lui avait manqué de manière absolue quand elle avait le plus besoin de lui, que sa propre incapacité à regarder son visage balafré sans voir les flammes qui avaient consumé sa plus jeune fille l'avait poussé à la lâcheté de la distance, et bien que sa confession ne pût effacer les années d'abandon, elle ouvrit une porte à la compréhension que Céleste avait cru définitivement scellée. Son jeune frère Edmund, qui n'était qu'un garçon de 12 ans lorsque l'incendie s'était produit et était maintenant un jeune homme de 22 ans, l'approcha avec admiration plutôt qu'avec pitié, avouant qu'il avait passé des années à se demander ce qu'il était advenu de la sœur qui avait disparu de sa vie, et lorsqu'il lui dit que son courage d'affronter le monde avec ses cicatrices visibles l'inspirait bien plus que n'importe quel récit d'héroïsme sans tache ne le pourrait jamais. Céleste sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une prise de conscience que sa survie elle-même portait un sens au-delà de sa propre douleur. Le pouvoir guérisseur de l'honnêteté et de la responsabilité se révéla à travers ces échanges douloureux, chaque membre de la famille reconnaissant à son tour ses échecs et ses regrets, ne cherchant pas l'absolution, mais offrant la vérité. Et Céleste découvrit que le pardon, lorsqu'il vint enfin, la libéra bien plus qu'il ne les libéra eux, la délivrant de l'amertume qu'elle avait portée comme une pierre dans son cœur. La présence constante de Sébastien, tout au long de chaque conversation difficile, devint son ancre, alors qu'il s'asseyait à ses côtés pendant les repas devenus moins gênants à chaque jour qui passait, se promenait avec elle dans les jardins où elle et sa sœur disparue avaient autrefois joué, et offrait un soutien silencieux lorsque les émotions menaçaient de submerger son sang-froid prudent, n'intervenant jamais, mais toujours présent, et le respect croissant de sa famille pour le duc, qui chérissait si manifestement leur fille, était évident dans la façon dont son père sollicitait l'opinion de Sébastien
sur les affaires du domaine, et dont sa mère les regardait ensemble avec des larmes de gratitude brillant dans ses yeux. Lors de leur dernière soirée avant le départ, Lady Margaret prit les mains balafrées de Céleste dans les siennes et murmura une gratitude privée à Sébastian pour avoir donné à sa fille le bonheur qu'elle avait craint que Céleste ne connût jamais. Et bien que les relations restassent tendres et fragiles alors qu'ils faisaient leurs adieux, Céleste comprit qu'elle se réparait plutôt que d'être brisée au-delà de toute réparation, que le chemin vers la paix ne nécessitait que le courage de commencer à le parcourir. Et alors que leur voiture s'éloignait du domaine, le bras de Sébastien autour de ses épaules, elle réfléchit que confronter le passé avait d'une certaine manière libéré son avenir d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée, que le pardon s'était avéré ne pas être un cadeau qu'elle faisait à ceux qui l'avaient blessée, mais plutôt un cadeau qu'elle se faisait à elle-même. Cet été-là apporta une décision qui aurait semblé impossible quelques mois auparavant, car Céleste et Sébastien décidèrent ensemble d'organiser un grand bal à Blackwood Hall. Et bien que la perspective terrifiât Céleste d'une manière qu'elle pouvait à peine articuler, même à son mari, elle sentit une détermination féroce monter en elle pour affronter la société selon ses propres termes, plutôt que de continuer à exister à sa périphérie comme une ombre à moitié reconnue. Son implication dans chaque détail des préparatifs devint sa façon de revendiquer son rôle de duchesse en vérité plutôt qu'en simple titre, de la sélection des musiciens qui joueraient à l'approbation des arrangements floraux qui transformeraient la salle de bal en un jardin de lumière et de couleurs. Et Sébastien observa avec une fierté tranquille comment elle accomplissait ses tâches avec une confiance croissante, ne se dérobant plus au regard des domestiques, ni ne se cachant dans les coins de sa propre maison. La nuit du bal arriva avec la chaleur d'une soirée d'été, s'installant sur le domaine comme une bénédiction, et lorsque Céleste descendit le grand escalier dans une élégante robe de soie à saphir profond, son visage balafré complètement exposé au monde, elle sentit la brusque inspiration de Sébastien et vit l'amour et l'admiration flamboyer dans ses yeux. Et ce regard la stabilisa plus que n'importe quelle dose de sang-froid exercé ne l'aurait jamais pu. Les invités arrivèrent dans leur voiture alors que le crépuscule s'assombrissait en nuit, la crème de la société locale ainsi que plusieurs familles éminentes de Londres, et Céleste se tint aux côtés de Sébastien dans la file de réception, sentant chaque regard comme un contact physique. Entendant les chuchotements qui ondulaient à travers la foule, à chaque nouvel arrivant apercevant le visage dévoilé de la duchesse, mais elle garda le menton haut et sa main ferme dans celle de Sébastien, alors qu'ils accueillaient chaque invité, avec la grâce qui seuillait à leur rang. La force intérieure sur laquelle elle s'appuyait ne venait pas seulement de l'amour de Sébastien, bien que celui-ci formât le fondement de son courage, mais de tout le voyage qu'elle avait entrepris depuis ce premier bal fatidique où un duc balafré avait vu au-delà de son voile la femme qui se cachait dessous, et elle comprenait maintenant qu'elle avait gagné le droit de se tenir ici, non pas en dépit de ses cicatrices, mais à cause de tout ce qu'elle représentait sur la survie, la résilience et le choix de vivre plutôt que de simplement exister. Lorsque Sébastien la mena sur la piste pour la valse d'ouverture, toute la salle de bal se tut d'une manière qui aurait pu la paralyser de peur un an auparavant, mais maintenant elle se contenta de regarder le visage balafré de son mari et de laisser la musique les emporter, leurs mouvements ensemble étant une déclaration publique de leur partenariat et de leur défi au jugement superficiel de la société. Le passage progressif de la société, du choc à quelque chose approchant, l'admiration devint évident au fur et à mesure que la soirée avançait et que les invités observaient la dévotion évidente du duc et de la duchesse l'un pour l'autre, la façon dont la main de Sébastien ne s'éloignait jamais loin de celle de Céleste, la manière dont ils semblaient communiquer par des regards et de petits gestes qui parlaient d'une profonde intimité. Et plusieurs des jeunes femmes présentes approchèrent Céleste tout au long de la nuit pour lui dire
d'une voix basse et impressionnée, que son courage les inspirait d'une manière qu'elle peinait à articuler. Et lorsque le dernier invité partit aux premières heures du matin, et que Sébastien enlaça Céleste dans ses bras dans la salle de bal vidée, elle comprit que le succès de la soirée représentait une acceptation gagnée par l'authenticité plutôt qu'accordée par pitié, et cela faisait toute la différence du monde. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour de leur mariage, où Céleste s'était tenue voilée et tremblante devant un autel, n'imaginant jamais que l'arrangement froid qu'elle concluait se transformerait en quelque chose de si profond et d'englobant qu'il remodèlerait non seulement son existence quotidienne, mais l'essence même de ce qu'elle se comprenait être. Et au cours de ces 2 années, elle et Sébastien avaient forgé un partenariat dans la gestion du domaine qui allait bien au-delà des devoirs formels attendus d'un duc et d'une duchesse, travaillant ensemble dans son bureau sur les registres et la correspondance, se consultant sur des décisions mineures et importantes, leurs mains balafrées se frôlant parfois sur le bureau, alors qu'ils cherchaient le même document dans une intimité décontractée qui faisait encore battre le cœur de Céleste d'émerveillement devant le chemin parcouru depuis ses premiers jours de distance prudente. Céleste avait découvert en elle-même une vocation qu'elle n'avait jamais anticipée, commençant à travailler avec des survivants de brûlures dans les comtés environnants, offrant un soutien et un espoir nés de son propre parcours durement gagné, de la dissimulation à la vie, et lorsque ses femmes et ses enfants venaient à Blackwood Hall pour la rencontrer, certains encore fraîchement blessés et d'autres portant des cicatrices vieilles de plusieurs décennies, elle leur parlait avec une douce autorité de la vérité que les cicatrices ne doivent pas définir une vie, que la survie elle-même est une forme de courage, et voir leur visage passer du désespoir à la possibilité lui rappelait la foi patiente de Sébastien en elle quand elle n'en avait aucune en elle-même. Sébastien avait étendu les services aux anciens combattants sur le domaine en parallèle du travail de Céleste, créant un sanctuaire pour les soldats porteurs de blessures visibles et invisibles, et ensemble ils avaient construit quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une mission partagée enracinée dans la compréhension que la guérison nécessite souvent, non seulement du temps, mais la présence d'autres personnes qui comprennent vraiment le poids de porter un traumatisme dans un monde impitoyable. L'annonce de la grossesse de Céleste arriva par un matin d'automne qui faisait écho à la saison de leur première rencontre, et bien que la joie l'inondât à la pensée de porter l'enfant de Sébastien, elle se surprit à lutter contre la peur de transmettre son traumatisme à une âme innocente, se demandant si une femme si marquée par la souffrance pourrait élever un enfant libre des ombres qui avaient autrefois consumé sa propre existence. Le réconfort de Sébastien ne vint pas de platitudes vides, mais de sa franchise caractéristique, alors qu'il prenait son visage balafré entre ses mains et promettait qu'ils enseigneraient à leur enfant la force plutôt que la honte, le courage plutôt que la dissimulation, et que leurs cicatrices deviendraient des leçons de survie plutôt que des sources de chagrin. Et dans son regard constant, Céleste trouva la foi de le croire. La préparation de la nurserie devint un rituel d'espoir, alors qu'il choisissait des tissus doux et peignait les murs de couleurs chaudes, rêvant à voix haute de l'avenir qu'ils donneraient à cet enfant, du monde qu'ils aideraient à créer, où les cicatrices de toutes sortes n'auraient pas à condamner une personne à l'isolement. Et Céleste se tenait souvent dans cette pièce ensoleillée, la main sur son ventre grossissant, réfléchissant à la transformation extraordinaire de l'arrangement creux avec lequel ils avaient commencé à l'amour profond qui ancrait désormais chaque aspect de leur vie partagée. La naissance arriva avec la première neige de l'hiver, et lorsque Céleste tint sa fille pour la première fois et regarda dans des yeux qui étaient indubitablement ceux de Sébastien, elle y vit non seulement les traits de son mari, mais aussi un esprit féroce qui parlait de courage hérité et gagné, et lorsque Sébastien pleura ouvertement à la vue de sa femme et de son enfant, Céleste comprit qu'ils avaient créé entre eux quelque chose de plus miraculeux que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer en cette nuit lointaine où un duc balafré,
avait approché une femme voilée à travers une salle de bal bondée. Ils la nommèrent Hope, pour le cadeau qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre, alors que tous deux se croyaient au-delà d'une telle grâce, et alors que Céleste regardait Sébastien bercer leur fille avec une tendresse infinie, elle sut avec une certitude absolue que chaque moment de douleur, chaque année d'isolement, chaque instant de courage requis pour retirer son voile l'avait conduite vers cette vie abondante, et que les cicatrices qu'elle portait n'étaient pas des marques de dommages, mais plutôt des cartes du voyage qui l'avaient ramenée à la maison. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce premier bal fatidique où un duc balafré avait traversé une salle de bal bondée pour approcher une femme voilée se tenant dans l'ombre, et en cet après-midi d'automne particulier qui faisait écho à la saison de leur rencontre, Céleste se tenait dans la roseraie de Blackwood Hall, regardant sa fille Hope examiner les fleurs avec une curiosité intrépide, les petits doigts de l'enfant se tendant vers les épines sans hésitation, tandis que Céleste souriait à cette preuve qu'ils avaient réussi à élever une âme qui n'avait pas peur des aspérités du monde. Et de l'autre côté du jardin, Sébastien était agenouillé à côté de leur fille, son visage balafré, animé de joie, alors qu'il lui apprenait à identifier différentes variétés de roses, sa voix profonde, patiente et chaleureuse, d'une manière qui faisait encore gonfler le cœur de Céleste d'émerveillement devant la transformation que l'amour avait opérée en eux deux. Les cicatrices qui marquaient le visage et le cou de Céleste restaient aussi visibles que jamais. Les marques de brûlure, qui avaient autrefois défini toute son existence, faisant désormais simplement partie du paysage de ses traits, pas plus significatives que la couleur de ses yeux ou la courbe de son sourire, et elle comprit avec une profonde gratitude que c'était cela que guérir signifiait vraiment, non pas l'effacement des blessures, mais leur intégration dans une vie si pleine et si riche qu'elle devenait simplement un fil dans une plus grande tapisserie plutôt que le motif entier. Lorsque Sébastien croisa son regard à travers le jardin et lui sourit avec cette expression particulière qui portait encore des traces de l'émerveillement qu'il avait montré le matin où elle avait enlevé son voile pour la première fois, elle sentit la communication sans mots qui circulait entre eux après des années de partenariat profond, et dans ce regard partagé vivait tout le voyage qu'ils avaient parcouru ensemble, de l'isolement à l'intimité, de l'arrangement à l'amour authentique, de la dissimulation au courage d'être pleinement vu et pleinement connu. Alors que le soir s'installait sur le domaine avec la douce grâce du crépuscule d'automne, ils se rassemblèrent dans la bibliothèque où une si grande partie de leur lien précoce s'était forgée. Hope blottit entre eux sur le canapé pendant que Sébastien lisait à haute voix un livre d'histoire. Et lorsque l'enfant leva les yeux vers Céleste avec une curiosité innocente et l'interrogea sur les marques sur le visage de sa mère, Céleste ne ressentit aucune honte ni hésitation en expliquant avec des mots simples et véridiques qu'il s'agissait de marques de survie, la preuve d'un incendie auquel elle avait survécu, des cicatrices qui racontaient une histoire de courage et de guérison plutôt que de dommages ou de pertes. Et Hope tendit la main pour tracer les marques avec des doigts doux, avant de les déclarer belles parce qu'elles faisaient une partie de sa maman. Et à cet instant, Céleste comprit qu'ils avaient vraiment brisé le cycle de la honte qu'elle avait autrefois cru être condamnée à perpétuer. Vous qui écoutez, si vous avez suivi ce voyage du début à la fin, alors vous avez été témoin d'une vérité qui s'étend bien au-delà du voile d'une femme ou des cicatrices de guerre d'un homme, car cette histoire parle de l'expérience humaine universelle de cacher les parties de nous-mêmes que nous craignons de voir nous rendre indignes d'être aimés, de construire des murs autour de cœurs blessés dans la croyance erronée que l'isolement offre plus de sécurité que la vulnérabilité ne le pourrait jamais, et de la découverte révolutionnaire que la véritable acceptation, celle qui guérit plutôt que de simplement tolérer, ne vient pas de la perfection, mais du courage de révéler notre moi authentique à ceux qui sont dignes de ce cadeau. Le monde contiendra toujours ceux qui jugent par les apparences, qui reculent devant tout ce qui défie leurs définitions étroites de la beauté
ou de la valeur, mais le monde contient aussi ces âmes rares qui voient au-delà des cicatrices de toutes sortes le courage, la résilience et la sagesse durement acquises que la souffrance peut forger. Et la clé ne réside pas dans le fait de nous changer pour répondre aux normes superficielles du monde, mais dans le développement du discernement pour reconnaître quelles voies méritent notre attention et lesquelles nous devons apprendre à laisser s'estomper dans l'insignifiance. Pour ceux d'entre vous qui portez vos propres blessures cachées, qu'elles marquent de votre peau ou vivent invisiblement dans les chambres de votre cœur, puissiez-vous trouver le courage que Céleste a découvert pour enlever le voile que vous avez construit. Puissiez-vous rencontrer l'amour patient que Sébastien a offert, qui voit votre valeur lorsque vous peinez à la voir vous-même, et puissiez-vous en venir à comprendre que vos cicatrices, plutôt que de vous disqualifier de l'amour, de la connexion et d'une vie abondante, peuvent en fait être les choses mêmes qui vous préparent à apprécier ces dons avec une profondeur que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent pleinement comprendre. Reposez-vous bien dans la connaissance que la guérison est possible, que l'isolement est un choix plutôt qu'une destinée, et que quelque part dans ce monde existe la possibilité d'être vu complètement et aimé entièrement, non pas en dépit de vos blessures, mais en pleine reconnaissance de tout ce que vous avez survécu pour devenir qui vous êtes. Ceci était une histoire des contes d'amour épanouis, et si elle a touché votre cœur ou vous a rappelé votre propre voyage de la dissimulation à la plénitude, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous, à vous abonner pour que d'autres histoires de transformation et de guérison puissent vous parvenir, et à emporter dans votre propre vie la douce vérité que vous êtes digne d'être vu, cicatrice et tout, et que votre courage de vivre authentiquement pourrait devenir la chose même qui donne à une autre personne la permission de faire de même.